Être maire s'avère tout sauf un long fleuve tranquille, en particulier dans les villes de moins de 9000 habitants qui constituent pourtant 96% des communes françaises. Nombreux sont ceux ou celles qui jettent l'éponge. En témoigne à l'instant ce documentaire réalisé par Laurent Luteau. L'occasion pour nous maintenant, dans ce débat doc, de débattre de ce que seront les grands enjeux des élections municipales qui se dérouleront les 15 et 22 mars prochains. Frédéric Dabi, tout d'abord avec nous. Bienvenue à vous, Frédéric Dabi, directeur général de l'Institut IFOP et co-auteur de ce livre, L'écharpe et les tempêtes face aux maires, la défiance inattendue. C'est un ouvrage que vous avez coécrit avec le politologue Brice Sokol, disponible aux éditions de l'Aube. D'ailleurs, son contenu corrobore assez bien, à moins que ce ne soit l'inverse, le contenu du film que nous venons de voir ensemble, cette difficulté aujourd'hui d'être maire, et notamment dans le milieu rural. Sophie de Ravinel est également avec nous. Bienvenue. Vous êtes journaliste indépendante, 25 ans passés au Figaro, au sein du service politique et observatrice donc de longue date de notre vie politique française. Lou Fritel est également avec nous. Bienvenue. Bonjour. À vous. Merci. Vous êtes journaliste politique chez nos confrères de Paris Match. On va peut-être recontextualiser ce qu'ont été les élections municipales en 2020, les dernières élections municipales, avec ce premier chiffre, l'abstention, qui était une abstention record au second tour de cette élection en 2020, 58,4%, autrement dit, seulement 41,6% des Français s'étaient déplacés aux urnes à l'occasion de ce second tour des municipales. Et pour cause, nous étions en pleine crise du Covid. Là, il faut s'attendre sans doute. Faut-il s'attendre, en tout cas c'est la question que je vous pose, à une participation qui reviendra à une forme de normalité à l'occasion de ce scrutin? Et si oui, on peut s'attendre à une forte participation pour ces municipales? Alors c'est la question centrale, c'est la principale inconnue. On a tendance toujours à se précipiter sur les rapports de force électoraux dans telle ou telle ville. La question, est-ce que les Français vont aller voter? Vous avez eu raison de rappeler ce record absolu aux élections municipales de 2020. On s'en souvient, nos téléspectateurs s'en souviennent. Les rumeurs d'annulation le jeudi, le samedi soir, Édouard Philippe, à l'époque Premier ministre, qui prend la parole et qui annonce, qui fait comprendre qu'il y aura un confinement dès le lundi, mardi. Et c'est vrai que l'abstention avait été massive, notamment du côté des catégories qui votent. Je pense aux personnes âgées, aux personnes retraitées. Mais au-delà du Covid, bien sûr, sans prendre un risque immense, je pense qu'on votera plus le 15 mars 2026 qu'en 2020. Mais la tendance, quand même, aux élections municipales depuis 2020, à chaque élection depuis 2001, on a moins voté qu'à l'élection précédente. Et moi, je suis très sensible au contexte national, ce que j'appelle l'éclipse du politique. Les Français qui disent « mais le politique, c'est plus là que ça se passe ». Est-ce que ça va? Il peut y avoir une sorte d'alternative. D'un côté, les Français rendraient hommage aux élus locaux et iraient voter, parce que clairement, on le voit dans votre documentaire, on voit que l'élu local, le maire d'une ville rurale comme d'une grande ville, eh ben, il est sur le terrain, il écoute, il change la vie, tout ce que n'est pas le national, ou bien ils vont faire une sorte de maelstrom, d'amalgame, et d'être dans une stratégie d'exit électoral. Et cette fameuse question, à quoi bon aller voter le 15 mars? À minima, on va revenir, comme vous le dites, Jean-Pierre, à un niveau normal de participation. On va peut-être plus se rapprocher de 2014, mais c'est quand même l'élection municipale par le passé, l'élection pour laquelle les Français votaient le plus. Avec l'élection présidentielle, ce n'est plus le cas depuis 2001. Alors, l'éternelle question qu'on se pose sur des élections municipales, enjeu local ou enjeu national, ou voilà. Alors, il va falloir y trouver un enjeu national malgré tout dans ces élections locales à l'occasion de ces prochaines élections, oui, où il faut garder son calme et se dire attention, ce n'est qu'un enjeu local. Alors en fait, je pense qu'effectivement, il y a ce rapport aux politiques aujourd'hui qui est en train de se transformer complètement, mais que l'enjeu national, il est là. Et pourquoi est-ce qu'il est là? Parce que les présidentielles sont déjà quasiment présentes. Et donc forcément, ces élections, tout local qu'elles soient, et je pense que selon les territoires, selon qu'ils soient ruraux ou évidemment urbains, les enjeux changent, la participation change, la proximité avec l'élu local fait la participation aussi, selon les classes d'âge évidemment, mais que les enjeux nationaux viennent totalement percuter cette année, évidemment, ces élections municipales. Vous savez très bien qu'on a même envisagé, et pourquoi pas encore, qu'il puisse y avoir des élections législatives en même temps que ces élections municipales, ce qui est tout à fait possible, potentiellement dans le papier, mais ce qui est une folie en matière de choc des enjeux. Et donc,
tout cet ensemble-là fait que, évidemment, les enjeux des présidentielles sont très fortement présents dans cette élection municipale. Est-ce que vous attendez, Lou Fritel, à ce que finalement, ils expriment peut-être une forme de ras-le-bol par rapport à ce que nous ont offert nos responsables politiques, notre classe politique française depuis cette dissolution de 2024, où c'est vrai que cette classe politique française est très difficilement audible. Vous attendez à une forme de mécontentement, de réaction par le vote à cette phase que nous venons de vivre depuis la dissolution ? Ce que je trouve assez étonnant quand on regarde dans le détail des études d'opinion, et je pense notamment à un sondage qui avait eu lieu à Avignon, c'est la certitude de vote qui était déjà préexistante 6 mois avant l'échéance. Et c'est vrai que il me semble quand même que c'est quelque chose d'assez nouveau. Je le mettrais, moi, plutôt sur le compte, effectivement, d'une frustration qui existe dans la population française due aux élections de 2024. En 2024, vous avez un triple front républicain ou un triple front, en tout cas, qui s'est mis en place, que ce soit contre le centre, contre le bloc nationaliste, contre le bloc de gauche. Et cette frustration qui a abouti, enfin, cette élection qui a abouti à une assemblée ingouvernable et en fait à un surplace constant avec des gouvernements qui chutent, a donné aussi une certaine frustration à l'opinion publique qui n'a qu'une envie, c'est d'essayer en tout cas d'obtenir un résultat à leur mobilisation électorale. En l'occurrence, je vous rappelle aussi qu'on a eu plusieurs moments ces derniers mois où on a pensé qu'on allait retourner aux urnes. Je pense notamment à la chute de François Bayrou, où vous regardiez, effectivement, les Français demandaient de façon majoritaire, je dirais pas massive, mais majoritaire, un retour aux urnes parce que ça allait dans le sens, finalement, du constat d'un échec législatif. Ça n'a pas été le cas. Oui. D'accord avec ça ? Oui, je partage tout à fait. Quand je parle d'éclipse du politique, il y a une incompréhension des Français. On n'est pas sur de la colère, on est sur une sorte d'étonnement face au politique qui ne remplit plus sa promesse. Et la promesse du politique, c'est une sorte de contrat de confiance. En échange de mon vote, moi député, moi sénateur, moi président, comme disait l'autre, je m'engage à vous écouter, je m'engage à régler les problèmes, je m'engage à changer la vie, ce vieux slogan du Parti socialiste. Et dans un effet de descente de charge, ça ruisselle au niveau des maires. Et dans le livre que vous avez gentiment cité, on voit très bien que, vous parliez tout à l'heure, Sophie, des enjeux présidentiels. C'est plutôt des enjeux aujourd'hui nationaux qui arrivent à l'échelle locale, par rapport auxquels les maires ne sont pas complètement armés. On l'a vu dans le documentaire, on l'a vu dans des enquêtes d'opinion, et là c'est extrêmement spectaculaire, quand on interroge les Français sur les 3 enjeux qui vont déterminer leur vote. On l'a fait en avril 2025 pour l'inspiration politique, en novembre-décembre avec la Tribune dimanche. C'est la sécurité des personnes et des biens. C'était pas arrivé depuis le 21 avril 2002. C'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. Je mets de côté les régionales de 2015, faites 3 semaines après les terribles attentats du 13 novembre. 2, l'accès aux soins, la santé. 3, la dette. C'est-à-dire 3 enjeux nationaux, presque régaliens, qui ne sont pas traités, pour les raisons que vous venez bien d'expliquer, et qui ruissellent, se répercutent à l'échelle locale et laissent les maires, on l'a vu dans le documentaire, sur l'accès aux soins, sur la sécurité, dans une forme d'impuissance et sous la portée de critiques et d'exigences de plus en plus fortes des citoyens. C'est ce contexte très particulier qui va s'offrir dans ces élections à venir, avec en plus, vous l'avez dit, c'est la première fois depuis les années 2001-2002 qu'en principe, je dis bien en principe, on n'est pas à l'abri d'une dissolution en 2026, en principe, le scrutin municipal, ça sera la première étape, le premier moment de cette pré-campagne présidentielle. Et puis je vais faire jouer la concurrence, puisque moi j'avais une étude d'OpinionWay avec justement les attentes des Français pour les municipales que vous évoquez à l'instant. La sécurité, c'est confirmé pour 58% des Français, le cadre de vie et l'environnement, les impôts locaux et la propreté de la ville. Qui fait partie de la sécurité. On sait très bien qu'une ville propre, une ville bien éclairée, c'est une ville dans laquelle on se sent en sûreté, avec en plus un nouvel enjeu qui est absolument inédit, qui n'existait pas il y a 6 ans, il y a 12 ans dans le discours des Français, c'est le narcotrafic. C'est-à-dire le trafic de drogue, le mot narcotrafic, et maintenant, c'est plus un mot qui était bon par le passé pour une série Netflix qu'on voyait en famille, c'est maintenant un mot que les Français se sont appropriés et qui les inquiète et qui booste ce sentiment d'insécurité. Alors je voulais faire qu'on procède à un focus sur la base, d'ailleurs, ce qu'ont été les résultats de 2020, sur les différentes formations politiques. Il y en a qui sont plus attendues que d'autres, forcément, dans ce scrutin. Le Rassemblement national,
par exemple, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le plan national, tous les sondages le disent, c'est la première force politique française pour la présidentielle à travers un candidat qui pourrait être Jordan Bardella, par exemple. Mais si on regarde ce qu'avaient été les résultats en 2020 pour le RN, c'était assez décevant. En tout cas, on recule par rapport à ce qu'ils avaient obtenu en 2014. Malgré une victoire, c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt dans une ville de plus de 100 000 habitants, qui est Perpignan en l'occurrence. Il va falloir regarder de près tout de même ce que sont les résultats du Rassemblement national. Bien entendu, parce que comme ça a été très bien dit, ces enjeux nationaux, ceux de la sécurité, ont une incidence sur les municipales. Et donc forcément, c'est un peu le vivier du RN, du vote RN. Moi, j'ai quand même une nuance selon les endroits où on se trouve en France. Encore une fois, la sécurité est un enjeu pour les zones urbaines. Et les narcotrafics dans les villes moyennes, dans les petites sous-préfectures, évidemment. Dans les villes, moi j'ai une analyse, encore une autre concurrence de Destin commun, qui est un think tank que je trouve extrêmement intéressant et qui s'intéresse justement à toutes ces familles françaises et pas seulement selon les classes d'âge ou socio-professionnelles, et qui dit que la question de la sécurité arrive pour 25% seulement des sondés dans des villes qui représentent 88% de toutes les communes de France, qui sont les petites communes, donc celles que nous avons vues dans votre excellent film. Et donc la sécurité, là, arrive très très loin derrière. La première préoccupation, c'est la santé, effectivement, et l'environnement. Et là, on voudrait que les maires aient beaucoup plus d'action sur les questions de l'environnement. Et donc, pour revenir sur le RN et sur votre question et sur leur présence, moi, je pense qu'il n'y aura pas, et je parle sous le contrôle de Lou, dont c'est la spécialité, je pense qu'il y aura, en dehors de Toulon, par exemple, qui sont des villes quasi assurées d'être prises, ou en tout cas qui sont des lieux dans lesquels, ou Paris, où on verra le score de Sarah Knafo, qui sera effectivement très intéressant pour Reconquête et les concurrences entre le RN et Reconquête, dans certaines zones urbaines, dans le Nord évidemment. Mais pour le reste, non, je pense que c'est pas une élection qui est vraiment... elle va exprimer un ras-le-bol, elle va exprimer un rejet. Je pense qu'on le verra pas mal pour une gauche radicale, mais pas forcément pour le RN. Il est où l'enjeu pour le Rassemblement national aujourd'hui dans ces municipales ? Bon, alors déjà de prendre certaines villes, donc on a parlé de Toulon, mais aussi Menton. Pour le coup, je m'inscris légèrement en faux avec ce que vous venez de dire. Pour une chose, c'est qu'il y a une nouveauté aussi sur cette élection. Vous avez une multiplication des listes uniques. Et donc de listes avec des sensibilités extrêmement différentes. Il ne faut pas oublier que plus de la moitié des villes de France, des communes de France, c'est moins de 500 habitants. Sur ces listes, vous allez avoir des gens de gauche. Des droites, dans ce cas-là. Pas forcément. Par exemple, dans des villages où vous avez 15 ou 100 personnes, vous retrouvez forcément avec des personnes qui votent à gauche, d'autres qui votent pour le Rassemblement national. Et ces gens-là vont se retrouver ensemble au conseil municipal. Mécaniquement, vous allez avoir dans des conseils municipaux des entrées de membres du RN. Et il y a... C'est la technique du coucou, alors. Exactement. C'est ça l'objectif du RN, selon vous c'est l'objectif d'autres formations politiques. On va y venir juste après. Il y a plusieurs stratégies, forcément, qui se superposent. C'est une des stratégies. Il m'avait été expliqué, par exemple, que dans certaines communes, évidemment, qu'ils pouvaient pas... que c'était compliqué de présenter face au maire sortant une liste RN en plus constituée, c'est-à-dire qu'encore une fois, on manque vraiment de candidats aujourd'hui. En revanche, d'aller voir le maire sortant qui est sans étiquette, mais qui peut être affilié, qui peut se sentir plus de gauche ou plus de centre, en disant bon, on met personne face à toi, mais on te demande de prendre sur ta liste quelqu'un qui pense comme nous et qui sera chargé de la sécurité. Mais ce sont des arrangements qui se font. Et encore une fois, il y a quand même l'enjeu dont on va parler tout à l'heure, il y a quelques grosses villes, dont Marseille, où effectivement, au début, on pensait que Franck Alizio, donc, qui est le candidat tête de liste du RN, serait un trouble-fête intéressant, mais là, il devient dans les gagnants potentiels. Il est analysé comme cela, en tout cas. Et ça va être très intéressant de voir au deuxième tour comment se comportera, si c'est bien comme ça que ça se passe, la candidate qui d'hiver droite, ex-LR, Martine Rivassal, qui est présidente de la métropole et du département. Elle jure qu'elle ne se retirera jamais, mais est-ce qu'il n'y aura pas une pression faite, c'est une alliance avec le centre et avec Renaud Muselier notamment, est-ce qu'il n'y aura pas une pression venue de Paris et de la Macronie dans les grandes villes pour rejoindre Payan, par exemple. Vous avez évoqué Toulon, j'avais aussi Nîmes, Avignon et évidemment Marseille, où là, évidemment, le combat ça a l'air très serré. Vous avez raison, je citerai également une ville qui n'est pas avec un candidat RN, mais dans l'écosystème du RN, c'est Ricciotti, à Nice, où il y a un vrai match face à Christian
Estrosi, mais je dirais que Mais il y a n'oublions des pas unions que des droites, d'ailleurs, de les ce genre. municipales peuvent être un moment de confirmation de la percée du RN au législatif dans des territoires ruraux, dans des petits départements. On l'a vu dans l'Eure, on l'a vu dans le Loiret, il y a des villes du Nord et du Pas-de-Calais également, mais je reprends votre expression, l'arbre qui cache la forêt. N'oublions pas que les élections municipales, c'est la seule élection où au sort du premier tour et surtout au sort du second tour, il y a une lutte symbolique pour imposer sa vision du scrutin. Si le RN garde ses villes de 2014 et 2020, gagne quelques grosses villes, il pourra dire nous sommes dans une logique de dynamique électorale. Ils ne sont jamais autant présentés dans des villes de plus de 10 000 habitants, ça a été bien dit tout à l'heure, et dans le documentaire, il n'y a que 1000 à 1050 villes de plus de 10 000 habitants. Donc le RN est peut-être, et je nuance ce que vous dites, chère Sophie, dans une position peut-être meilleure que notamment la France Insoumise, parce qu'ils ont beaucoup plus de sortants, et ils peuvent être dans une logique de confirmation des municipales précédentes et également des législatives, avec quelques gros coups, bien sûr, on pense à Toulon. Et on voit les sénatoriales qui arrivent, avec l'influence pour les sénatoriales. Oui, parce qu'on rappelle que 85% du corps électoral des sénatoriales sont des conseillers municipaux. Et l'enjeu, c'est le Sénat renouvellement. sera renouvelé pour moitié en septembre prochain. Absolument. Et donc, ce sera l'enjeu du renouvellement et de l'installation, effectivement, du RN au Sénat. Sans oublier l'obtention des 500 signatures à la présidentielle, qui avait été un vrai sujet la dernière fois. Un pseudo-vrai sujet. Non, parce que beaucoup étaient partis aussi chez Éric Zemmour, et ça a été une vraie bataille de tous les instants. On aura forcément un moment psychodrame sur ces fameuses 500 signatures. Toujours. Juste avant la présidentielle. L'implantation locale, ça c'est un enjeu qui est valable pour plusieurs formations politiques. On dit que c'est l'échec du macronisme, par exemple, ce manque d'implantation locale. Ça a été le cas d'ailleurs en 2020. C'est aussi un enjeu pour LFI. Aucun maire, aucune grande ville n'est dirigée par LFI aujourd'hui. Ils sont assez peu présents dans les conseils municipaux. Aucun sénateur LFI. L'implantation locale, la confirmation de cette implantation locale, est-ce que c'est pas le défi majeur de bon nombre de ces formations politiques aujourd'hui ? Vous avez tout à fait raison, puisque quand on regarde la carte politique en France, il y a une étanchéité jamais vue entre la scène politique nationale dominée par le macronisme et par le RN depuis maintenant des années, et cette sphère politique municipale. Les partis qui la dominent sont les partis qui sont relativement faibles au national. Les Républicains, le Parti Socialiste et encore beaucoup de villes communistes. On se souvient de la petite vague écolo en 2020, et c'est vrai que l'élection municipale, ce n'est pas sexy de le dire, mais je l'assume, c'est l'élection où le dégagisme est le moins fort, où la règle, c'est de reconduire les sortants. Même en 2014, où on s'en souvient, la gauche avait été sanctionnée, elle avait perdu 171 villes de plus de 10 000 habitants, ramenée au nombre de villes de plus de 10 000 habitants, et quand même quelques maires ne se sont pas représentés, ou 1% sont passés à gauche, 70% des villes ont été, je dirais, maintenus avec le même exécutif municipal. Et c'est vrai que pour les impétrants, on a parlé du RN, vous l'avez dit, c'est encore plus dur pour la France Insoumise, qu'aujourd'hui n'a qu'une ville de plus de 10 000 habitants ou deux, notamment Fâche-Tuménil dans le Nord. Alors ils espèrent Roubaix, ils espèrent Saint-Denis, ils espèrent aussi cette stratégie d'implantation sur la base des scores assez formidables de Jean-Luc Mélenchon dans de très nombreuses villes, mais on va voir sans doute que l'imaginaire du vote au municipal, c'est pas celui de la présidentielle, c'est à qui je vais, à qui je vais confier les clés de ma ville. Et pour l'instant, la France Insoumise a peut-être, je dis bien peut-être, la campagne est en cours, beaucoup de retard par rapport à ces formations très fortement installées, notamment à gauche pour le Parti socialiste. C'est juste sur ce que vous dites, justement, c'est très intéressant. Vous avez cité tous les partis qui ont été à un moment donné très forts, les communistes, le PS, LR. Ce sont des partis qui aussi se sont développés, se sont implantés, ont été hégémoniques à une époque où il y avait le cumul des mandats. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que hormis le RN qui était arrivé avant dans le... qui est dans le paysage, mais quand on parle par exemple de la Macronie ou de En Marche ou de Renaissance ou de LFI, ce sont des partis qui sont arrivés en 2017 au moment de la fin du cumul. Et en réalité, c'est aussi le symptôme d'une dichotomie aujourd'hui entre la politique locale et la politique nationale. Il y a une vraie séparation et ce sont des partis, certains qui sont faits pour aller à la présidentielle et d'autres qui sont faits pour aller dans des élections locales. LFI, vous avez complètement fait l'impasse sur ces élections en 2020. Oui. Aucune ambition affichée.
et très peu de candidats sur les lignes de départ. Alliances. Là, changement de stratégie néanmoins chez LFI. Oui. Qu'est-ce qu'ils espèrent, LFI, à travers ces municipales, selon vous? C'est la Qu'est-ce qu'il faudra observer chez eux? préparation de la présidentielle. On est vraiment là dans la préparation de l'échéance qui est faite pour eux, avec leur candidat qui est très hégémonique sur cette école de pensée et sur la gauche de la gauche. Donc Jean-Luc Mélenchon qui prépare sa campagne évidemment, prépare la suite. Faut voir qu'avant c'était, les précédentes échéances c'était dans l'union des gauches. On était dans alors ça a changé de nom donc je vais pas tous les citer, mais enfin on était dans une alliance socialiste, écologiste, LFI. On l'a vu dans tout ce basculement dans des municipalités écologistes où il y a des candidats. Je pense à Strasbourg, je pense à beaucoup d'autres villes, mais même chez Éric Piolle, même s'il y avait des tensions très fortes avec des insoumis aussi, mais je vois à quel point ces insoumis étaient inscrits, comme vous le disiez à propos du RN, dans des listes communes. C'était vrai à Angers. Mais là, ils y vont tout seuls, les insoumis, là. Oui, non, mais bien sûr, parce qu'ils sont dans une stratégie. Ça, c'est la stratégie. Voilà, une stratégie présidentielle, on le voit à Marseille. Mais de fait. Est-ce que ça risque pas d'être la machine à perdre? On verra le deuxième tour. À l'occasion de ces municipales. On va voir au deuxième tour comment ça se passe. Regardez à Paris avec Sophia Chikirou, comment fera Emmanuel Grégoire, que va faire le candidat d'Édouard Philippe, dont j'ai oublié le prénom, Pierre-Yves Bournazel. Je ne sais pas pourquoi j'oublie son prénom, je le connais par cœur, j'aime beaucoup. Voilà, Pierre-Yves Bournazel, étiquette Horizon, et face avec Rachida Dati. Donc en fait, tout ça va être des équilibres de second tour et on va voir quelles seront les alliances. Mais je pense que les détestations d'aujourd'hui ne sont pas les détestations de demain, comme toujours. C'est vrai qu'il faut rappeler une règle que tout le monde connaît, mais le seuil de qualification pour le second tour est assez aisé aux élections municipales. 10%, mais des suffrages exprimés. Il n'y a pas, Jean-Pierre, comme aux élections législatives, ce lien avec la participation, où c'est 12,5% des personnes inscrites. Là, il suffit de dépasser 10%, même si on n'a pas beaucoup voté, pour se maintenir. Ce qui fait dire, sans doute, compte tenu de l'éclatement du champ politique, malgré les listes communes, que le duel de second tour, qui était la règle, pourrait devenir l'exception. Et on pourrait avoir, notamment dans des grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, des triangulaires, des quadrangulaires. Avec l'évolution des scrutins. Pourquoi pas des pentagulaires? Et c'est vrai qu'il y a toujours une incertitude qui fait qu'on peut avoir un très bon score au premier tour et subir au second tour soit un tout sauf sa liste et être éliminé. C'est la fameuse phrase de Charles Pasqua, au second tour on élimine dans une élection. Et c'est vrai que par rapport aux relations compliquées entre LFI et le PS, le Parti socialiste, joue gros s'il perd Paris, Marseille et Lille. Un maintien au second tour des listes LFI ou d'une liste écologiste peut rendre la chose très compliquée, puisque c'est la liste qui arrivera en tête au second tour qui l'emportera. On n'a pas évoqué le cas des écologistes, parce que là, pour le coup, ça c'était l'une des grandes surprises en 2020. Ils avaient réussi à conquérir bon nombre de villes de plus de 100 000 habitants, des grandes villes, ou en tout cas de plus de 30 000 habitants. On avait parlé d'un effet écologie, d'ailleurs, à l'occasion de ces élections. Est-ce que l'enjeu est de garder ces villes, d'en conquérir d'autres du côté écologiste, à votre avis? Je parle sous le contrôle de Sophie, qui connaît mieux le sujet que moi, mais en l'occurrence, c'est plutôt par exemple pour Bordeaux, il s'agit de conserver la ville, mais c'est vrai que sur le plan national, à tort ou à raison, l'image de de l'écologie, mais des écolos est sévèrement écornée. Et par exemple, tiens, j'ai fait un lapsus sur l'agriculture. C'est vrai que ces derniers mois, on a beaucoup plus parlé de la crise agricole et en fait de tout ce qu'impliquaient par exemple les normes environnementales et les surtranspositions françaises, plutôt que l'amélioration du quotidien des gens via l'environnement. Et en l'occurrence, vous, dans vos études, effectivement, je lis que l'environnement s'est effondré dans les préoccupations des Français. Alors manifestement, Destin commun ne l'analyse pas de cette façon-là. Mais ça dépend ce qu'on met derrière le mot environnement. Attention. Ça dépend ce qu'on met derrière, mais c'est vrai que si on devait essayer de faire une confluence entre ces questions-là, j'ai l'impression que la question de la mobilité, qui a été énormément crantée par les écologistes, selon des logiques anti-pollution tout à fait louables, mais de façon un peu sauvage, eh bien, il y a un certain rejet aujourd'hui dans la population, un agacement qui crée aussi cet environnement bashing. Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Tours, Poitiers, Annecy, Besançon, voilà les villes qui avaient été conquises en 2020 par les écologistes. Difficile de faire aussi bien, selon vous ?
Oh, je ne sais pas. Moi, je me méfie beaucoup. Alors, on parle tous sous le contrôle des uns et des autres. C'est merveilleux. Voilà. Mais en l'occurrence, je pense, moi, me méfier beaucoup des sondages qui sont faits en amont dans les municipales sur pour moi, des quorums, un nombre de personnes sondées beaucoup trop faible pour être vraiment significatif. Ah, c'est représentatif quand même. Oui. Disons, c'est la logique d'un échantillon. Non, mais bien sûr. Mais en l'occurrence, par contre, les campagnes n'ont pas vraiment commencé. Plus. Là, je partage ce que vous dites sur les campagnes qui commencent très tardivement. Voilà, ça commence très tardivement et puis je pense que les sondages, pour l'instant en tout cas, ne sont pas très significatifs. Donc je ne dirais pas, comme certains, qu'il y aura un vent contraire, etc. Moi, je pense que les Français restent très sensibles sur les questions d'environnement, ce qu'on lit dans les études, et forcément, il faut voir ce qu'on met derrière, effectivement, le mot environnement. Et je pense qu'on a parlé de la santé, je pense qu'on a parlé du transport, je pense qu'on a parlé de l'alimentation, je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses qui sont vraiment au cœur des préoccupations des Français aujourd'hui. Et on le voit, Et donc, qui devrait logiquement se traduire par un vote favorable. Alors, je pense que les Français ne sont pas si hostiles que ça à ce qui a été fait. Regardez sur les voies sur berge à Paris, les hurlements qu'il y avait eu aujourd'hui, à droite comme à gauche, les Français sont favorables à ce qui s'est passé et ne veulent pas revenir en arrière sur toutes les lignes de vélo qui ont été construites. À Strasbourg, c'est pareil. À Grenoble, c'est pareil. Même s'il y a, et à Lyon, on verra ce qui va sortir des urnes. Et effectivement, je pense que les écologistes y sont allés pas avec le dos de la cuillère et sans doute parfois contre l'opinion des populations qu'ils dirigeaient. Je suis curieuse de voir comment ça va aller, mais je n'ai pas d'avis définitif pour le moment. L'écologie, oui, mais le Parti écologiste n'est plus le seul réceptacle et le seul acteur qui est crédible sur les questions écologistes. Je rappellerai dans une enquête IFOP récente que la maire de Strasbourg ne recueillait entre 17 et 19%. On a vraiment des maires écolos en difficulté, sauf à Bordeaux, à Tours et peut-être à Poitiers. Mais vous avez raison, les campagnes commencent assez tardivement, mais je crois aux cycles électoraux. En 2020, les écologistes surfaient sur le très bon score de Yannick Jadot aux élections européennes. Là, la liste écologiste a fait à peine 5 à 6%. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir participé à cette émission. Vos réactions, #DébatDoc. Merci à Félicité Gavalda, Thibaut Brosset-Eckel, qui, comme à l'accoutumée, m'ont aidé à préparer cette émission. Prochain rendez-vous avec DébatDoc, ça sera la même place, la même heure et toujours avec son documentaire et son débat. À très bientôt.